Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes dans l'angle de l'interview sur les faits d'actualité. Et le fait d'actualité qui attire notre attention ce matin, c'est la mise en œuvre d'une cartographie participative des ressources au Cameroun. C'est un mot peut-être hermétique, peut-être fermé pour le grand public. C'est pour cela que nous avons convié sur le plateau de notre discussion ce matin le docteur Timothée Fomete Nembot. Il est ingénieur forestier et économiste. Avec lui, nous allons reparler et revisiter toutes les coutures de la mise en œuvre d'une cartographie participative au Cameroun. C'est le menu d'un jour en événement. Bienvenue à tous. Bonjour, docteur. Bonjour, Eric. Bienvenue chez nous, chez vous. Merci. Alors, c'est quoi? Ça ressemble un peu à de la sorcellerie, dirait quelqu'un. C'est quoi? Depuis hier, on entend à travers les antennes de radio, on lit dans les journaux, on entend parler d'une cartographie participative au Cameroun. Il s'agit de quoi en deux mots simples? Pour ne pas repousser nos téléspectateurs avec des mots aussi rébarbatifs, c'est quoi simplement? Ben écoutez, permettez-moi d'abord de vous remercier de l'opportunité qui nous est offerte de participer à cette prestigieuse émission pour vous présenter ce projet qui est un projet qui vise la mise en place d'une méthodologie unifiée pour la cartographie participative au Cameroun. Donc, c'est relativement simple. Comme vous le savez, depuis plusieurs décennies, le Cameroun a prévu, dans le cadre de ses lois et textes d'application, une grande place pour les communautés locales. C'est le cas pour tout ce qui concerne la gestion de la terre, la gestion des forêts, la gestion des mines, et même dans le cadre de la mise en œuvre de grands projets d'infrastructure où il y a l'exigence de réalisation d'une étude d'impact environnemental et social. Les dispositions prévoient que soit prise en compte l'occupation, l'utilisation de l'espace et des ressources par les communautés. C'est l'idée, c'est l'objectif de la cartographie participative d'impliquer les communautés pour qu'elles aident les autres parties prenantes à renseigner. C'est qui? Il s'agit... C'est les villageois, c'est les citadins, c'est des regroupements, c'est des ONG, c'est des communes. On met quoi dans la communauté? On met les populations au niveau le plus à la base, je dirais le niveau du village, en insistant naturellement sur ceux-là même qui sont les premiers occupants du terroir, en insistant également sur la prise en compte des groupes souvent marginalisés, de peuples autochtones de divers types. Donc il s'agit du villageois. Il s'agit de celui-là qui vit dans le terroir, qui n'est pas nécessairement au courant de ce qu'il existe une carte par ailleurs classique du type établi par l'INC, mais qui connaît les limites de son village, qui sait là où il va pour la cueillette, là où ils vont pour les rites culturels et autres. Ces informations ne sont pas à la disposition du décideur, parce que les outils de cartographie classique n'ont pas la thématique communautaire pour le moment bien renseignée. En quoi donc est-il nécessaire d'avoir une carte? Une carte, pour quoi faire? Jusque-là, on est habitué à la carte des villes, à la carte des pays, peut-être pour le plan d'adressage, peut-être pour mieux se diriger ou mieux se tenir en ville, savoir retrouver son chemin. Une cartographie participative, c'est pourquoi on a besoin de répertorier les ressources d'un pays ou bien d'un terroir. On a besoin d'aider en fait l'État à appliquer ces lois et textes. Ces lois et textes qui prévoient de sécuriser des espaces, par exemple, pour les villages, mais c'est les villageois qui peuvent indiquer aux cartographes de l'INC ou du cadastre et autres, l'Institut national de cartographie, effectivement, l'INC. Donc, c'est les villageois qui, en collaboration avec les techniciens, peuvent les aider à indiquer jusqu'à où vont leurs terroirs, par exemple, quel type de ressources ils utilisent et autres. Je vais vous prendre un exemple. Le code minier prévoit que la redevance minière soit partagée avec une quote-part aux populations qui occupent l'espace sur lequel un permis minier est attribué. C'est-à-dire une partie de l'argent que l'État reçoit dans l'exploitation minière reviennent aux communautés locales, aux villages qui sont impactés. C'est ça ce qu'on appelle la quote-part.
cette quote-part est fonction de la surface du village qui est occupée, qui va être impactée par le projet. Le promoteur de projet qui arrive n'a pas cette information. La carte du permis minier, c'est un polygone. Il ne sait pas a priori qu'est-ce qui est là-bas dans le coin. Et en général, on considère naturellement que bon, l'espace est vide, les terres appartiennent à l'État, etc. Donc, c'est un espace qui est vide. Jusqu'à ce qu'on commence une activité, on se rende compte qu'en fait, là, il y avait des gens qui opèrent depuis longtemps, il y a des occupations et c'est source de conflits. C'est pour ça qu'il est important que les populations soient consultées avec une approche adaptées qui tiennent compte des réalités sociologiques de chaque secteur ou de chaque région de notre pays pour mettre à disposition l'information sur l'occupation qu'ils font de l'espace, l'utilisation qu'ils font des ressources naturelles, afin que sur les autres cartes soit ajoutée cette couche et qu'il y ait un dialogue, je dirais, plus équilibré entre les diverses parties. Choisissons une localité, docteur. Choisissons une localité précise. On dit, on attend les populations pour identifier telles ressources. Et elles sont attendues pour donner des informations à l'Institut national de cartographie pour pouvoir protéger les ressources. On prendrait quelques localités, par exemple. Nous pourrons prendre, prenons simplement le cas de Campoman. Campoman, nous voulons le prendre. Campoman, c'est situé dans le sud. Dans le sud, autour disons, de tout le grand massif du port en eau profonde, etc., qui est une zone, je dirais, en grand développement aujourd'hui. Dans cette zone, on a un exemple, un cas, je dirais, intéressant de la superposition des utilisations de l'espace. Au départ, la forêt, les mines, les grandes infrastructures. Dans le cas de Campoman, avec l'appui des organisations de la société civile, ont été entrepris des exercices de cartographie participative auxquels ont participé l'administration des forêts, notamment dans le cadre du plan d'aménagement de l'aire protégée de Campoman, sur le contour, la limite de l'espace qui était défini déjà comme étant le parc national, à travers un processus de consultation locale. On a pu ajouter sur cette carte-là les espaces qui sont utilisés pour la chasse, pour des sites culturels, même des campements Bagueli qui se trouvent dans le parc. Sur cette base, le plan d'aménagement de Campoman aujourd'hui prévoit des droits d'utilisation et des secteurs à gestion conjointe entre l'administration des forêts et ses communautés. Si on n'avait pas consulté les populations locales, on aurait risqué quoi? On serait dans un conflit permanent du fait que l'utilisateur, le gestionnaire de l'aire protégée dira aux communautés, vous n'avez pas droit ici, ça a été délimité comme l'aire protégée, il n'y a pas de raison que vous y veniez. Et je vais en rajouter parce que sur cet espace qui est aire protégée, il y a des permis d'exploration minière qui ont été octroyés. Il y a des projets d'infrastructures qui vont se mettre en œuvre. Pour les infrastructures, on a réalisé des études d'impact. Dans le cadre de l'étude d'impact, on doit indiquer les communautés qui sont impactées, les ressources et autres qu'ils utilisaient avant, qu'ils pourraient ne plus utiliser si le projet est réalisé. Ce qui est intéressant, c'est que pour le projet d'infrastructure, notamment le corridor de transport de minerais de fer. Du fer qui serait extrait de Mbalam vers le port en eau profonde. Nous avons, dans le cadre de cette mission, réalisé des travaux de type consultation locale et cartographie participative qui ont permis de localiser sur les cartes que les ingénieurs avaient commencé à préparer, à localiser les groupements, les zones occupées par les pygmées, depuis la zone de la mine autour de Mbalam, avec toute une série de campements auprès de Assoumdélé, jusqu'à plus près du port, notamment dans les concessions des VECAM, où il y a des groupements des installations Bagueli qui durent depuis plusieurs générations. Sur la base de cette information, les ingénieurs ont
pu réorienter, repositionner une partie de l'infrastructure pour minimiser l'impact sur ces communautés. Alors, vous mettez en œuvre une méthodologie pour concevoir donc, ces cartes participatives. Oui. En quoi consistera donc cette méthodologie? Quels sont ses grands axes? Quels en sont les déterminants principaux, majeurs? Il convient de rappeler que ce projet est un projet du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Il vise principalement à unifier les méthodologies, étant donné que beaucoup de cartes participatives ont été faites au Cameroun, à différents endroits, par diverses personnes, sans qu'elles puissent être comparables, parce que si on prend la consultation, vous avez, suivant le projet, des gens qui viendront d'un village qui vont parler aux vieux, peut-être uniquement, ou aux femmes, compte tenu de l'objectif du projet. Ils débouchent avec une carte. Dans un autre village, on n'aura consulté que des jeunes ou autres. Ces cartes ne sont pas comparables. Or, c'est de la responsabilité de l'État de mettre à disposition de tous les utilisateurs les directives. Oui. D'où ce projet qui va donc accompagner la mise en œuvre des grands projets. Le MINEPAD, comme vous le savez, est aujourd'hui lancé des grands chantiers, le plan national de zonage du territoire, les schémas régionaux de développement, qui, à leur plus basse déclinaison, vont arriver sur les communes et sur les villages. L'arsenal macro aujourd'hui n'a pas les outils pour la prise en compte de la dimension du village. Ce sera la modeste contribution de ce projet à ces grands programmes nationaux. Mais on imagine bien qu'il y a un accompagnement législatif qui doit servir de cortège à ce type de projet. Mais au Cameroun, il y a comme un vide législatif, un vide juridique sur la question foncière elle-même. Les textes sont en cours, les discussions sont en cours. Il y a beaucoup de problèmes qui font le nœud de l'affrontement entre les communautés villageoises, l'État, les ONG et les investisseurs internationaux. On en est où avec le projet de loi foncière au Cameroun? On n'imagine pas l'un sans l'autre. C'est clair que ces outils, c'est pour accompagner effectivement ces réformes. Dans le domaine de la réforme foncière, qui est donc effectivement suffisamment avancée, il y a tout un ensemble... Qui a dépassé sa phase de maturation. Absolument. Il y a tout un ensemble de programmes, la modernisation du cadastre national, la remise en état des points géodésiques de cartographie, qui sont des projets en cours. Il faut dire que ce sont des projets extrêmement lourds en termes de financement. Donc, la mise en œuvre de la réforme commande la disponibilité des outils et des moyens relativement importants. On peut dire que ce sont des processus qui sont en cours et l'accompagnement des diverses parties prenantes est nécessaire. Dans le cadre de notre projet, les éléments qu'on pourrait mettre au devant pour l'information de nos téléspectateurs, c'est de dire qu'il s'agit en fait d'un projet pilote. Ce projet pilote est financé par la Facilité internationale pour la tenue forestière et foncière. Cette facilité vise à accompagner les pays et les acteurs qui sont engagés dans des réformes pour des grands travaux, on dirait. Donc, pour le Cameroun, l'intérêt de ce projet, c'est que, à terme, sur la base d'une méthodologie qui est reconnue par l'État, d'ailleurs, si on parle de méthodologie, c'est que sa scientificité est établie. Absolument. Et de même que sa conformité avec les lois et règlements de notre pays. Sur cette base, le Cameroun pourra prétendre, dès l'issue de ce projet, au bénéfice des subventions, pas de crédit, des subventions pour notamment la mise en œuvre des réformes foncières au bénéfice des communautés et en particulier des peuples autochtones, des groupes marginalisés. Le focus, c'est aller vers les plus, je dirais, les plus pauvres actuellement. Les populations, pas seulement les populations autochtones, parce que chez nous, on n'en compte que 2 ou 3, Pygmées, Bororo et
Baka. Il y a toute une diversité. Ce que nous appelons en gros les pygmées correspondent à différents groupes. On a les Baka vers l'est, les Bageli au sud, et, notamment dans la zone côtière. On a effectivement les Boro et là aussi également plusieurs qui ont du mal à se sédentariser. Qui ne sommes pas des populations autochtones, nous sommes concernés aussi par un plan participatif. Absolument, parce que prenant justement l'exemple des éleveurs, comme vous le savez, c'est une activité, l'activité pastorale, elle occupe beaucoup d'espace, elle bouge, etc. Et il y a de plus en plus des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Les couloirs de transhumance sont connus. On a vu Boro et Kotoko à l'extrême nord. Exact. Les couloirs de transhumance sont connus des éleveurs, sont pas systématiquement respectés, peut-être pas connus de tous les agriculteurs, mais dans tous les cas, pas renseignés sur la carte. D'où la difficulté pour l'autorité, y compris l'autorité administrative locale, et même dans l'arbitrage. Oui, voilà. Et donc, vous voyez la nécessité de disposer de cette information. Et on prévoit, dans le cadre de ce projet, assez tôt, de développer cette méthodologie et de la tester dans diverses situations réelles qui tiendraient compte des spécificités ou des thématiques, des problématiques qui vont être considérées pour renseigner la méthodologie avant sa validation finale, pour être sûr que ce qui est proposé a effectivement été éprouvé. Alors, un sujet hermétique, mais vital, ô combien vital pour la survie et même la prospérité de nos communautés. Docteur Timothée Fometé, en tout cas, merci d'être venu. La suite, c'est quoi? What's next? What's next? What's next is really to go ahead and make sure we have on board the political support, the technical backing to make sure that the process that was launched yesterday with key stakeholders from all around the country, including traditional chiefs, members of parliament, and so forth, that this process will actually embark in a dialogue, and that within the 10-12 months coming, we'll be back here showing you some of the maps, showing you the guidelines that have been approved. We are preparing right now the Strategic Advisory Board meeting, which we hope to hold late February to have the project. On aurait résumé en un seul mot en anglais, le follow-up, vous assurez le follow-up. Absolument. Le service après-vente de ce projet. Voilà. Merci Timothée Fometé Nembod d'avoir été notre invité ce matin. Nous vous souhaitons une belle moisson pour vos discussions qui se tiennent en ce moment. Merci. Chers téléspectateurs, retrouvons-nous demain pour la dernière de cette semaine d'un jour un événement. La dernière dans ce format parce qu'à partir de lundi, un jour un événement va changer de format, va rentrer dans un grand programme annoncé par le président directeur général de Canal2 International. Un jour un événement deviendra donc une rubrique de ce grand rendez-vous de l'infotainment sur Canal2. Ce sera entre 10h et 11h30 chaque matin, de lundi à vendredi. Vous allez découvrir, vous avez tout le temps de découvrir avec tout la campagne qui est organisée autour de ce nouveau programme. Retrouvons-nous donc demain pour la dernière de cette formule. Ce sera avec un autre invité pour un autre événement. Ce sera un jour un événement. Bonjour à tous.